Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet événement. Je me présente, je suis Jean-Claude Pires, le directeur du département évaluation et apprentissage de l'Agence française de développement. Le département est logé au sein de la direction en charge de la recherche, de l'innovation et du savoir. Ce département est en charge de faire conduire des évaluations indépendantes des projets qui sont financés par l'AFD, à la fois afin d'aider les décideurs opérationnels et stratégiques de l'AFD, d'améliorer nos actions autant que possible et aussi de rendre compte des effets de nos financements au plus grand nombre. Et c'est dans ce cadre que nous organisons donc régulièrement ces événements d'enquête d'évaluation pour diffuser les enseignements de nos évaluations au grand public. Aujourd'hui, la séance de cet après-midi sera donc consacrée aux résultats d'une évaluation à champ large conduite sur des projets à co-bénéfice adaptation au changement climatique, des projets qui ont été financés par l'AFD essentiellement en Afrique subsaharienne et à Madagascar sur une période assez longue de 2007 à 2018. Nous aurons aujourd'hui le plaisir d'entendre et d'échanger avec Alexandre Magnan, qui est en ligne. Alexandre, chercheur senior à l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales, spécialiste des questions d'adaptation au changement climatique. Alexandre a été membre du GIEC, le groupe des experts de la Convention climat. Il est l'auteur principal depuis 2020 du rapport annuel du Programme national des Nations Unies pour l'environnement sur les lacunes en matière d'adaptation, Adaptation Gap Report, et membre du conseil scientifique du World Adaptation Science Programme. Voilà. Alors Alexandre Magnan, au titre de cette évaluation, a joué un rôle clé puisqu'il présidait le groupe de référence de l'évaluation et je l'en remercie. Nous aurons également pour les trois évaluateurs qui ont réalisé l'évaluation Olivier Beucher, qui est en ligne, Marie-Karine, qui est également en ligne, et puis Camille, à ma droite. Je serai également accompagné par Mathilde Borlorence, responsable au sein de la division climat et nature de l'AFD, des sujets climat et nature. Et puis pour mettre en perspective les résultats AFD de cette évaluation et les mettre en perspective avec les travaux que conduisent d'autres institutions sur l'adaptation au changement climatique, nous avons convié Ilyas Elbaroudi, qui est en ligne et qui est spécialiste de la gestion des risques climatiques, environnementaux et sociaux au sein du FIDA, Fonds international pour le développement agricole. Et à ma gauche, Megan Kennedy-Schwan, qui est responsable de l'unité d'évaluation du comité d'aide au développement de l'OCDE et qui coordonne en particulier les activités du réseau Evalnet d'évaluation du développement des membres de l'OCDE. Merci à vous d'être présente physiquement et en ligne pour cet événement. Je précise que cette conférence est enregistrée et cet enregistrement vous sera adressé dans les jours qui viennent. Quelques mots sur l'organisation pratique de l'événement et quelques aspects techniques. Nous allons échanger durant 1h30, 45 minutes de présentation et d'intervention de nos panélistes, suivi d'une séquence de questions-réponses de 45 minutes. Vous pouvez donc poser vos questions en ligne, par écrit uniquement, et je vous remercie d'utiliser à cette fin l'item situé à la droite de votre écran, l'item question, point d'interrogation, question. Nous tâcherons d'y répondre lors des échanges en seconde partie. Et à ce moment-là, nous serons rejoints par deux collègues chargés d'évaluation et chargés climat et nature. À la fin de cette conférence, vous recevrez tous un mail vous renvoyant vers la newsletter de ces événements en quête d'évaluation et l'enregistrement de cette conférence. Et nous ajoutons dans les prochaines minutes sur le fil de discussion, à la droite de votre écran, 4 liens essentiels. Le premier, évidemment, vers la publication de l'évaluation dont nous allons parler cet après-midi, qui, dans les éditions ex post de l'AFD, reprend la synthèse de ce travail. Je vous recommande également très chaudement la lecture de notre rapport des évaluations, qui vous donnera un aperçu assez large des évaluations conduites par l'AFD sur 2021 et 2022. Un troisième lien vous conduira à la Climate Review du réseau Evalnet de l'OCDE. Et le quatrième, vers l'évaluation thématique de l'appui du FIDA à l'adaptation au changement climatique des petits exploitants agricoles. Sans plus tarder, donc, je passe la parole à Alexandre Magnan, qui, dans sa fonction de président du groupe de référence de l'évaluation,
introduira les grands enjeux de ce travail et de cette mission. Alexandre, le floor is yours. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Désolé de ne pas être avec vous à Paris. Très rapidement, effectivement, quelques éléments d'introduction. D'abord des éléments de cadrage, peut-être pour qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde sur cette question d'adaptation. C'est un enjeu qui est largement devenu maintenant aussi important que celui de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, parce que on se rend bien compte que même dans un monde à plus 1,5 degré, qui est une vision positive de notre futur, une partie des impacts du changement climatique est inévitable, et il y a des systèmes ici et là, des groupes sociaux qui vont se confronter à des limites à l'adaptation, et donc à cette question des risques résiduels. Donc l'adaptation, c'est plus du tout une option comme on a pu l'envisager il y a quelques décennies. Donc la grande question aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on doit faire concrètement pour mettre en œuvre cette adaptation si nécessaire. Le point de départ un petit peu scientifique, conceptuel, c'est d'avoir une vision très claire et simple de ce qu'est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation, c'est un processus d'ajustement. Ça veut dire que c'est dynamique, et finalement, on apprend aussi en faisant, et je crois que c'est l'intérêt de l'étude dont on va parler aujourd'hui. Et puis l'adaptation au changement climatique, ça sert à réduire le risque climatique. Bien sûr qu'il y a une connexion à d'autres sujets qui sont évidemment liés à toutes les questions de développement, par exemple, mais parce qu'ils ont une influence plus ou moins indirecte sur les questions d'exposition et de vulnérabilité, mais on a besoin de borner le champ de l'action, sinon à vouloir tout faire en même temps, en fait, on fait rien. Ou en tout cas rien de précis, ce qui est évidemment pas le but ni de l'AFD, ni de tous ceux qui sont dans la salle et à l'écran. Et donc une autre question à partir de là, c'est de savoir si ce qu'on investit, si ce qu'on fait en termes d'intervention sur le terrain, dans les pays, à l'échelle de projet, eh bien, est-ce que ça va dans le sens de la réduction du risque climatique? Est-ce que c'est de l'adaptation ou pas? Et ça, c'est une question donc que s'est posée l'AFD à travers cette évaluation lancée en 2021 et achevée en 2022. C'était finalement la première évaluation à périmètre large lancée par l'AFD sur cette thématique, au moment même où justement l'institution construisait sa feuille de route sur le sujet. Cet objectif, cette étude, elle avait pour objectif d'appréhender dans quelle mesure les projets mis en place à ce moment-là, qui n'étaient pas nécessairement labellisés adaptation, c'était pas encore la tendance de l'époque, avaient néanmoins eu des co-bénéfices en termes d'adaptation au changement climatique. Donc c'est pas une analyse du risque, de la réduction du risque climatique, ça c'est très très difficile, mais c'est plutôt toujours un peu de musique, ça relève l'intensité du discours, paraît-il. Mais c'était donc plutôt un focus sur les process, les pratiques, les outils, les organisations, et donc sur les conditions favorisantes à l'adaptation. Aujourd'hui, on pourrait se dire que finalement, ce sont des projets anciens, donc les conclusions de cette étude sont un peu dépassées, et finalement, pas du tout. En tout cas, pas forcément. D'abord parce que c'est pas des projets qui remontent à l'Antiquité non plus, et ensuite parce que, je vous le disais, l'adaptation, c'est un processus d'ajustement, donc on apprend en faisant. Et justement, regarder derrière soi, parfois, ça permet de prendre un petit peu de recul. Et c'est assez majeur aujourd'hui au regard des besoins de financement à l'échelle internationale. Donc le but de l'AFD, c'était très clairement, avec cette étude, d'apprendre sur elle-même pour ensuite mieux faire de l'adaptation. Et le cadrage interne, je crois en tout cas, a évolué depuis cette étude, mais je crois que Mathilde va en parler. En tout cas, apprendre d'elle-même, ça voulait aussi dire impliquer de nombreuses entités de l'AFD, donc au-delà du département évaluation qui était un peu à la manœuvre. Il y avait évidemment la division climat et nature, les divisions techniques en charge des secteurs agricoles, eau et assainissement, les agences locales de l'AFD, bien sûr les parties prenantes des projets qui ont été analysés. Les résultats et les recommandations ont été présentés au conseil d'administration de l'AFD. Ils ont été plutôt bien reçus et même bien entendus, puisque finalement il a été décidé de développer une approche complémentaire, à savoir cette étude comparative avec une sélection de bailleurs pour avancer sur l'opérationnalisation des recommandations de l'étude précédente. Et c'est ce travail qui va vous être présenté aujourd'hui.
Donc rapidement pour conclure, je dirais que l'intérêt de ce travail-là, de ce que j'ai pu en comprendre moi en tout cas, c'est que ça va bien au-delà de la sphère de l'AFD. Bien sûr, c'est extrêmement utile pour l'AFD et l'opérationnalisation de son intervention, mais ça va au-delà de l'AFD parce que ça apporte des éléments de réponse à comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les actions d'adaptation, pour qu'elles aient plus d'effets, bien sûr directs sur les pays et sur les projets, mais aussi peut-être des effets d'entraînement. Et puis, bien sûr, c'est intéressant parce que ça aborde de front cette question très importante, pour ne pas dire absolument critique, de l'évaluation des progrès en matière d'adaptation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Introduction. Passons à la substance et je vais donc laisser la main au bureau Bastel et ses 3 représentants qui vont nous présenter donc les conclusions et de l'évaluation de ce travail d'analyse comparative que vous évoquiez, Alexandre, qui a été réalisé pour mettre en perspective ce que les enseignements qu'on tirait de l'expérience de l'AFD, mettre en perspective avec ce que font nos autres collègues partenaires et financiers. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est Olivier Beuchet, donc du bureau Bastel. On a réalisé cette étude avec différents collègues et essentiellement Marie-Karine Cotebou, qui est donc basée au Canada, et Camille Palombo, qui est à Paris aujourd'hui, et moi je suis à distance aujourd'hui. Alors, on est très heureux de pouvoir présenter ces résultats, parce que ça a été un travail de longue haleine et qui était vraiment intéressant pour nous. Et, par contre, excusez-moi, je n'arrivais pas à passer la diapo là. Ouais, vous pouvez passer directement au contexte, s'il vous plaît. En fait, j'accède plus aux flèches. Ah, voilà, ça y est. Pardon. Alors, je vais aller directement sur les aspects de contexte. Simplement vous dire donc, que le suivi et l'évaluation des projets d'adaptation, c'est vraiment un sujet en construction encore, comme l'a évoqué Alexandre, notamment parce qu'il n'existe pas de cadre d'analyse ou d'indicateurs unifiés dans ce domaine-là. C'est vrai qu'à la différence de l'atténuation, où, si vous voulez, il y a l'indicateur des tonnes de CO2 évitées qui fait relativement consensus, en adaptation, il peut y avoir une multitude d'indicateurs selon les secteurs dans lesquels on est et selon les actions les interventions qui sont menées. Donc, l'évaluation du succès des interventions d'adaptation pose un certain nombre de défis méthodologiques et ça dépend aussi de la définition finalement de ce qu'on met derrière des co-bénéfices d'adaptation. Qu'est-ce que c'est qu'un co-bénéfice d'adaptation? Alors, pour l'AFD, ce sont des interventions qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité des biens, des populations ou des écosystèmes aux conséquences du changement climatique. Mais de manière à aller un petit peu vers une formalisation de tout cela et du fait de la forte imbrication en fait entre objectifs de développement et objectifs d'adaptation, comme l'a évoqué Alexandre précédemment, eh bien, sous la houlette de l'IDFC, donc l'International Development Finance Club, il y a des principes communs de traçage de la finance d'adaptation qui ont été mis en place à partir de 2015 et qui permettent de définir un petit peu plus ce qu'on entend par co-bénéfice d'adaptation. Alors pour IDFC, on considère un projet à co-bénéfice d'adaptation s'il y a en fait les 3 conditions suivantes qui sont respectées. D'abord, il faut qu'il y ait une analyse du contexte dans la zone de mise en œuvre du projet qui met en évidence les vulnérabilités au changement climatique. Il faut qu'il y ait une volonté de traiter ces vulnérabilités qui soit établie dans la documentation des projets. Et puis, il faut qu'il y ait une argumentation de l'impact bénéfique des actions qui sont prévues par le projet sur les enjeux de vulnérabilité. Et c'est vraiment si on a ces 3 conditions-là, normalement, qu'on peut considérer un projet comme étant à co-bénéfice adaptation. Alors, la suite, je vais détailler rapidement les objectifs, le périmètre et le processus d'évaluation. Donc, on est sur une évaluation qui était à la fois à dimension rétrospective, puisqu'on a évalué des projets qui étaient entre 2007 et 2018, mais également une dimension prospective assez forte avec l'idée de mieux intégrer l'adaptation tout au long du cycle de projet pour améliorer les interventions de l'AFD. Alors, en termes de périmètre, on a d'abord commencé par une analyse du cadre conceptuel et méthodologique du suivi et l'évaluation de l'adaptation. On a vraiment fait une analyse documentaire large des outils et des pratiques qui avaient lieu à l'époque pour l'évaluation de l'adaptation. On a ensuite analysé de manière très détaillée un échantillon de 35 projets qualifiés comme étant à co-bénéfice d'adaptation par l'AFD, des projets qui sont dans le secteur agriculture et dans le secteur eau et assainissement, et sur une géographie unique qui est l'Afrique subsaharienne et Madagascar. C'est vraiment concentré sur cette zone-là et sur ces 2 secteurs-là. Et puis,
au-delà de l'échantillon de 35 projets, de manière à vraiment aller chercher des résultats d'adaptation et avoir une analyse plus poussée. On a réalisé 3 études de cas pays, au Sénégal, au Niger et à Madagascar, avec 3 projets par pays sur lesquels on a travaillé et pour lesquels on a fait des visites de terrain. L'évaluation a donc suivi les critères habituels de l'OCDE-CAD, avec un focus particulier cependant sur la pertinence, l'efficacité et la durabilité. Alors en termes de pertinence, on a vraiment regardé dans quelle mesure les risques liés au changement climatique et à la vulnérabilité des groupes au territoire ciblé ont été correctement ou pas pris en compte dans la conception des projets. Au niveau de l'efficacité, on a essayé de voir si les actions mises en œuvre ont permis ou pas une réduction du risque climatique, une réduction effective, et quelles articulations en fait entre les résultats de développement obtenus et les communautés d'adaptation ont pu être réalisées. Et finalement, en termes de durabilité, on a regardé dans quelle mesure la durabilité des projets a été favorisée par les projets eux-mêmes. Et finalement, l'évaluation a été poursuivie par une analyse comparative avec les pratiques d'autres bailleurs, donc une étude de benchmark. Alors, on a ici la liste des bailleurs qu'on a étudiés, et en gras, la Banque mondiale, KfW, USAID et le FIDA sont les 4 bailleurs pour lesquels on a approfondi un petit peu plus les choses, notamment via des entretiens. Et l'idée du benchmark, c'était à la fois de mettre en perspective les constats de l'évaluation et également d'identifier des bonnes pratiques pour opérationnaliser les recommandations de cette évaluation. Alors, je vais passer directement au constat. Donc, le premier grand constat de l'évaluation, c'est de dire qu'il y a une prise en compte encore insuffisante du risque climatique dans la conception des projets, malgré une progression sur la période. En fait, on a dans l'échantillon de 35 projets, une minorité de projets qui comportent un diagnostic robuste du risque climatique. On a 30%, un tiers des projets qui ne fait aucune référence à l'aspect climatique. Donc vraiment, le climat n'est pas du tout traité dans ces projets-là. On a une bonne moitié de ces projets où on trouve des éléments assez épars en fait sur le risque et la vulnérabilité, mais dans différents documents et à différents endroits. Et finalement, on a seulement 18% des projets analysés qui présentent ce qu'on peut qualifier comme étant une analyse ou un diagnostic du risque climatique, bien que ces analyses soient quand même peu formalisées, peu homogènes entre les projets, et finalement ne couvrent pas toutes les composantes du risque. Alors, par composante du risque, on entend les 3 composantes qui sont dans le schéma de droite, qui est le référentiel finalement du GIEC dans son rapport numéro 5, avec la dimension aléa, donc le danger, l'aléa climatique qui peut avoir lieu, l'exposition des populations et des écosystèmes à cet aléa, et la vulnérabilité des populations et des écosystèmes à cet aléa également, donc en termes de sensibilité et en termes de capacité à faire face, de capacité d'adaptation. Et c'est vraiment ces 3 composantes-là qui constituent le risque climatique et qui le qualifient. Alors, dans les documents de projet, on a donc des projets qui prennent plus ou moins en compte ce risque. On donne ici 2 exemples. Il y a le projet KMS3 au Sénégal, qui est un projet d'eau potable, où on trouve des éléments sur l'exposition et la vulnérabilité, mais avec une caractérisation de l'aléa et du risque climatique qui est vraiment insuffisante. Et à contrario, sur les projets MIARI et PIA à Madagascar, donc des projets de micro-irrigation et d'assainissement respectivement, on a des éléments beaucoup plus explicites sur les 3 facteurs de risque, et même un raffinement du diagnostic de risque qui a été réalisé pendant la mise en œuvre des projets eux-mêmes. Donc, des éléments intéressants sur ces projets. Alors, la suite sur ce constat-là, c'est de dire qu'il y a eu malgré tout une progression significative à partir de 2015. Et le petit graphique montre, on a près de 40% des projets où finalement, après 2015, où finalement on trouve une analyse spécifique du risque climatique ou de la vulnérabilité. 60% des projets où il y a des éléments, mais c'est quand même pas grand-chose, mais ça marque quand même une forte progression par rapport à avant 2015. Et notamment, il n'y a plus de projets où il n'y a strictement aucun élément qui se réfère au climat. Donc ça, c'est un constat important, que les choses évoluent. Et au-delà de la prise en compte insuffisante du risque, il y a également une explicitation de la réponse adaptation qui mériterait vraiment d'être renforcée, avec une réflexion sur l'adaptation au changement climatique qui est finalement très limitée ou peu documentée dans les documents de projet, avec cette réflexion qui débouche finalement rarement sur l'identification d'objectifs spécifiques à l'adaptation, et finalement un diagnostic du risque qui n'est pas intégré de manière formelle à la phase d'instruction des projets. Donc ça, c'est un élément important qu'on a noté. Et du coup,
ce qu'on note, c'est que de manière générale, hein, les moyens sont assez sous-dimensionnés à l'AFD pour réaliser ex ante un travail robuste de caractérisation des risques climatiques et d'identification des solutions d'adaptation. On voit que, notamment au niveau opérationnel, il y a des temps d'instruction qui sont très courts, des moyens qui sont limités, parfois l'absence de données en termes de projection climatique aux bonnes échelles ou aux bonnes échéances, des études de vulnérabilité qui n'existent pas. Donc tout ça, ça constitue un certain nombre de contraintes qui font que réaliser un diagnostic de risque climatique de qualité, qui soit solide, au niveau de l'instruction, c'est très compliqué actuellement. Donc, il y a un peu un décalage, si vous voulez, entre l'ambition affichée par l'AFD en matière de co-bénéfice adaptation et les moyens qui sont effectivement mis en œuvre. Alors, je vais passer la parole à Marie-Karine pour vous donner quelques enseignements en fait, que nous apporte l'étude de benchmark qu'on a réalisée. Alors à toi, Marie-Karine. Merci, Olivier. Comme l'a expliqué Olivier, pour chacun des constats faits dans le contexte de l'évaluation, on a procédé à une analyse comparative des pratiques de différents bailleurs pour bien comprendre où se situe l'AFD par rapport à ces pratiques et aussi pour identifier des pistes d'amélioration potentielles. Le diagnostic des risques réalisé durant la phase de design des projets peut avoir pour objectif d'améliorer la résilience des projets eux-mêmes, mais aussi d'améliorer la résilience par les projets. Donc, la résilience des projets, ça renvoie à la capacité des projets à pérenniser les résultats face aux aléas climatiques. Et la résilience par les projets, ça correspond à la manière dont les projets contribuent à réduire la vulnérabilité des bénéficiaires des projets. L'analyse que nous avons réalisée a permis de constater que l'ensemble des organisations revues ont intégré, comme l'AFD, une approche d'analyse des risques climatiques dans leur cycle de développement de projet dans le but d'accroître la résilience des projets. En théorie, cette analyse des risques climatiques s'applique comme à l'AFD de manière systématique à l'ensemble des projets pour la majorité des organisations. Certaines organisations ont des critères d'exemption et l'exercice de benchmark démontre que dans la pratique, il y a encore des lacunes qui persistent dans la conduite de ces analyses, faute de ressources parfois ou d'outils pour bien les conduire. La majorité des organisations réalisent l'analyse des risques en 2 étapes principales, donc en procédant à une étape d'examen du risque très tôt dans le cycle de développement des projets, suivi d'une étape d'analyse approfondie qui est normalement en phase d'instruction ou en phase de démarrage du projet. Il y a également une majorité d'organisations, on a trouvé 7 sur les 10 organisations qu'on a revues qui procèdent à l'analyse des risques dans le but d'accroître la résilience par les projets. Donc, ce dernier type de procédure est plus récent et encore en développement dans la majorité des organisations. À titre d'exemple, au niveau de la KFW, l'analyse des risques est conduite selon les 2 dimensions, donc la résilience par le projet et la résilience du projet. Le questionnement qui guide l'analyse des composantes du risque diffère selon l'objet de l'analyse. Donc, par exemple, lorsque l'analyse des risques est conduite dans l'optique d'augmenter la résilience par le projet, ce sont la vulnérabilité et l'exposition des groupes cibles qui sont analysés. Et lorsque l'analyse des risques est conduite dans l'optique d'augmenter la résilience du projet, ce sont la vulnérabilité et l'exposition des composantes du projet qui sont examinées. Et très rapidement, un autre exemple, l'outil de screening ou d'analyse des risques de la Banque mondiale est principalement conçu pour améliorer la résilience des projets, mais il contribue également à une réflexion sur la résilience par les projets parce qu'il incite à l'identification de mesures qui permettent d'accroître la résilience des populations qui sont vulnérables, notamment dans leur cas, ils mettent l'emphase sur les femmes et les populations qui sont déplacées dans les secteurs d'intervention. Donc, voilà. Olivier, de retour. Merci Marie-Karine. Alors du coup, je vais passer au deuxième constat d'évaluation, qui est que des résultats d'adaptation ont déjà été atteints dans l'échantillon de projet, mais qu'il est nécessaire de mieux les caractériser et de mieux les mesurer. En fait, on a vraiment noté un important enjeu d'identification des résultats d'adaptation qui devrait être fait dès la conception des projets, de même que la définition d'indicateurs de résultats et de suivi. On n'a pas, dans la très grande majorité des projets, d'indicateurs, de résultats d'adaptation qui est prévu dans les cadres logiques des projets, ni d'indicateurs pour les mesurer. Donc, quand on réalise une évaluation, c'est compliqué de rapporter des résultats puisqu'ils n'ont pas été définis.
Du coup, un travail qu'on a réalisé dans les études de cas, c'est de reconstruire une chaîne d'impact climat afin de voir sur quels facteurs d'exposition et de vulnérabilité les composants du projet vont agir. Alors, on a comme exemple ici la chaîne d'impact qu'on a reconstruite pour le projet PIS2/PGIS. C'est /PGIS parce qu'en fait, ce sont deux projets qui sont intégrés l'un dans l'autre. Le PGIS étant un projet cofinancé par le Fonds vert climat et le PIS2, un projet inondation-assainissement réalisé par l'AFD au Sénégal. Et du coup, on retrouve ici nos trois composantes du risque climatique, donc le danger, l'aléa qui est identifié ici avec l'élévation du niveau de la mer et les risques de fortes pluies, des niveaux d'exposition des populations et de la zone du projet, des différents types de vulnérabilités qui ont été identifiés en termes de sensibilité, en termes de capacité d'adaptation. Et ces trois composantes-là aboutissent donc à des risques climatiques qui sont identifiés, comme l'insalubrité générale, par exemple, la dégradation d'habitat, etc. Et du coup, on a pu regarder dans les deux cases en jaune, là, quelles composantes des deux projets agissent sur quelles composantes, finalement, du risque climatique. Donc, elles agissent parfois sur l'aspect sensibilité de la vulnérabilité, parfois sur les capacités d'adaptation des populations, et parfois directement sur l'exposition des populations, avec, par exemple, des déménagements à la population qui ont été prévus dans le projet PIS2. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant et qui permet vraiment d'identifier quels sont les résultats d'adaptation du projet. Et du coup, en termes de résultats d'adaptation, pour ce projet PIS2, on a noté une amélioration des conditions sanitaires, une réduction des coûts de gestion des inondations pour le pays, pour la ville de Dakar, une augmentation du capital des propriétaires, etc. Donc, il y a tout un ensemble de résultats d'adaptation qui ont pu être identifiés de cette manière-là. Alors, quels enseignements du benchmark, Marie-Karine, là-dessus? Oui. Alors, comme pour l'AFD, les évaluations sur les résultats des projets d'adaptation au changement climatique d'autres organisations témoignent de difficultés à caractériser les résultats des interventions d'adaptation, faute d'identification explicite des résultats d'adaptation attendus, faute d'identification d'indicateurs de rendement et aussi dû à la faiblesse des activités de suivi et d'évaluation pouvant documenter l'atteinte des résultats attendus. Par contre, certaines organisations sont tout de même plus avancées en ce qui concerne les outils et aussi les directives pour l'identification des résultats des mesures d'adaptation. Certains bailleurs, notamment le FIDA, l'USAID et le Fonds vert, ont développé des manuels sur des indicateurs climat standardisés, incluant des indicateurs en lien avec l'adaptation qui peuvent être agrégés au niveau des portefeuilles d'activités. Ces manuels intègrent typiquement une fiche de référence détaillée pour chacun des indicateurs d'adaptation identifiés qui inclut la définition des méthodologies de suivi d'indicateurs, les sources et méthodes de collecte de données, la fréquence du suivi nécessaire, etc. Et d'autres organisations, comme par exemple la Banque mondiale et la KfW, n'imposent pas d'indicateurs agrégeables, mais par contre imposent la sélection et le suivi d'au moins un indicateur de résultat d'adaptation pour les projets qui sont identifiés comme contribuant à l'adaptation. Au moment de réaliser l'étude de benchmark, la Banque mondiale testait un système de notation de la résilience qui permet de qualifier les projets dont l'intention de réduire les risques ou la vulnérabilité est identifiée et articulée et pour lesquels des mesures de renforcement de la résilience sont incluses de manière explicite dans le design des projets. Donc, par exemple, dans ce système, un projet qui vise à réduire la pauvreté ou à contribuer au développement sera moins bien noté qu'un projet dans lequel l'intention de réduire les risques ou les vulnérabilités au changement climatique est articulée et dans lesquels des mesures de renforcement de la résilience pour les bénéficiaires sont intégrées de manière explicite au projet. Et des projets incluant des indicateurs de résilience climatique sont encore mieux notés dans ce système. En somme, l'exercice de benchmark démontre que l'identification explicite et la mesure des résultats d'adaptation, ça demeure un défi pour toutes les organisations, mais l'exercice a aussi permis d'identifier plusieurs bonnes pratiques qui peuvent être éventuellement inspirantes pour l'AFD. Merci. Alors du coup, je vais passer au troisième et dernier constat, qui est un peu deux constats en un finalement. On dit que l'AFD a des instruments qui sont adaptés, mais une durabilité des projets, notamment en termes de co-bénéfice adaptation, à renforcer. Alors, le premier sous-constat, c'est qu'il y a une cohérence globale en fait des instruments qui sont utilisés et des approches qui sont promues
pour s'adapter à une diversité des contextes. On note par exemple une assez forte convergence entre les projets qui utilisent l'outil subvention pour l'adaptation. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup chez d'autres bailleurs, hein, par exemple le Fonds vert climat, où les pays les plus vulnérables, finalement, ont plus de subventions et les projets d'adaptation appellent aussi plus de subventions que des prêts, parce que c'est difficile parfois de financer des projets d'adaptation par des prêts. Donc, on note aussi ça à l'AFD. Mais malgré tout, il y a aussi à l'AFD un outil qui est souvent utilisé, c'est la complémentarité entre les projets d'infrastructure et des composantes plus soft. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un outil qui est adapté en fait à des projets à co-bénéfice d'adaptation. On a par exemple le projet PIA à Madagascar, qui est un projet d'assainissement, où finalement l'accompagnement des investissements physiques qui ont été faits en termes d'investissement sur l'assainissement a été complémenté par une composante soft pour l'établissement d'un schéma directeur et pour la réalisation d'un certain nombre d'études. Et ce type de schéma pourrait facilement être utilisé pour réaliser des études, par exemple sur la vulnérabilité des populations, et pour mieux définir finalement dans les détails les composantes qui sont, elles, financées par prêt. Et finalement, le dernier constat qu'on a ici, c'est qu'il y a encore des efforts à consentir pour des résultats durables. Ce constat, il découle du fait qu'on a remarqué que finalement, il y a une prise en compte de l'horizon long terme qui est encore très insuffisante au niveau des projets quand on parle d'adaptation. C'est vrai que l'adaptation, c'est de fait un horizon assez long terme. Ça commence aujourd'hui, mais on peut avoir des horizons de 20 ans, même de 50 ans quand on parle de projection climatique. Et c'est vraiment important d'avoir cette prise en compte-là dans les zones d'intervention, de manière à assurer la pertinence des opérations dans la durée et éviter aussi des processus qu'on appelle de maladaptation. C'est une adaptation qui va être peut-être efficace sur quelques années, mais qui, à long terme, va se révéler complètement inefficace ou en tout cas inadaptée. Donc ça, c'est un aspect important. On a aussi vu que le potentiel d'influence sur les politiques publiques des projets à co-bénéfice d'adaptation est parfois sous-exploité et qu'il y a peut-être matière à réfléchir de manière plus large à comment ces projets-là peuvent être plus intégrés au niveau des politiques dans les différents pays d'intervention. Et au-delà, en fait, de la stratégie climat de l'AFD, c'est vraiment la cohérence des projets avec les stratégies et documents de planification climat des pays d'intervention qui mériteraient une attention particulière. Tous les pays ont, par exemple, élaboré une CDN, une contribution déterminée au niveau national, et il serait vraiment important que les projets de l'AFD, que les interventions, se réfèrent à cette CDN et en fait, en lien avec le gouvernement, s'attachent à répondre finalement aux priorités qui sont élaborées dans cette CDN quand on parle de co-bénéfice adaptation. Et finalement, ce qu'on note aussi, c'est que faire un projet d'adaptation ou à co-bénéfice adaptation, c'est assez compliqué sur une période courte. Si on a un projet de 3 à 5 ans, c'est difficile d'obtenir des résultats durables. Et qu'avoir des grappes de projets, avoir des approches programmatiques, c'est quelque chose qui peut vraiment favoriser une adaptation plus en profondeur et plus efficace au final. Et également, ça peut passer par des approches territoriales, comme c'est le cas dans la vallée du fleuve Sénégal, où l'AFD a une approche vraiment sur l'ensemble du territoire de la vallée du fleuve et a réalisé des études de vulnérabilité financées par la facilité d'adaptation, a mis en place une approche programmatique avec une grappe de projets et des projets qui se suivent, donc suivant cette même approche, et une contribution au dialogue de politique publique qui est assez forte, puisque aujourd'hui, les institutions qui sont soutenues à travers ces différents projets, non seulement sont totalement en charge des projets et sont complètement intégrées dans leur mise en œuvre, mais aujourd'hui imposent même aux autres bailleurs de suivre cette approche territoriale, parce qu'elle correspond vraiment, elle répond vraiment aux besoins du pays. Donc voilà pour les grands constats, c'est très résumé, vous vous en doutez, parce que le rapport est beaucoup plus long que ça, mais ça vous donne un petit peu la teneur de principaux constats. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Camille, qui va vous présenter les 3 défis et les 5 recommandations qu'on a élaborées à partir de ces constats. Merci Olivier. Alors, toi, Camille. Donc en effet, les constats qui viennent de vous être présentés assez brièvement nous ont amené à identifier 3 défis pour lesquels il y a des recommandations. Le premier, c'est d'optimiser l'éco-bénéfice et d'en renforcer l'évaluabilité. Donc là-dessous, on a deux recommandations qui en fait suivent 3 étapes logiques. La première étape, c'est d'établir un diagnostic complet des risques climatiques. La deuxième étape, c'est d'expliciter la logique d'intervention. On connaît le problème, comment est-ce que on l'adresse dans le projet. Et enfin, la dernière étape, c'est
d'avoir des indicateurs ou au moins un indicateur de résultat qui nous permettent d'en être redevables. Les 2 premières étapes répondent aux principes communs de comptabilité sur le traçage de la finance adaptation. Le dernier vient en renforcer la redevabilité ex post. Le deuxième défi, c'est peut-être de mieux intégrer les projets dans le dialogue de politique publique. Comme Olivier l'a évoqué, tous les pays au sein de l'accord de Paris ont une contribution nationale. Et il y a vraiment quelque chose qui peut être fait pour que les projets, le niveau projet réponde au niveau stratégique, au niveau national, que ce soit les CDN ou les plans nationaux d'adaptation, il y a vraiment quelque chose à faire. En plus, l'AED dispose d'agences locales, donc il y a vraiment un réseau qui est fort qui permet de faire ça. Donc s'assurer la contribution des projets aux stratégies pays. Et enfin, le troisième défi, c'est de réduire la vulnérabilité sur le long terme. Donc là, il y a plusieurs choses. D'un côté, c'est peut-être mieux identifier et cibler les populations vulnérables, parce qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a souvent une intersectionnalité entre les vulnérabilités. Certains groupes qui sont plus vulnérables de manière générale dans la société vont être d'autant plus vulnérables au changement climatique. Et d'autre part, il y a une vulnérabilité qui est aussi spécifique au climat. Parfois, c'est une question d'exposition, donc vraiment d'essayer de bien viser ça. Et également, de mieux prendre en compte l'horizon de long terme et d'anticiper les stratégies sorties. Pour l'horizon de long terme, un exemple très concret, quand on fait un projet d'infrastructure, c'est de prendre en compte au moment du design du projet des projections climatiques, au moins à l'horizon de la durée de vie attendue des réalisations du projet. Donc voilà, alors on rappellera que l'évaluation porte sur une période 2007-2018, donc qui est une période pendant laquelle il s'est passé plein de choses et depuis laquelle il s'est également passé plein de choses. Donc sur ce qui est de l'opérationnalisation de ces recommandations, je pense que Mathilde va nous dire ce qui s'est déjà passé à l'AFD depuis l'évaluation. Sur le benchmark, on a remis quelques exemples ici, Marie-Karine nous en a déjà détaillé quelques-uns. On a pu observer des bonnes pratiques. Au-delà de ce que Marie-Karine a un peu détaillé, on a aussi du rapportage sur la contribution donc, au projet qui se rapporte au deuxième défi. On a des outils qui favorisent les projets qui sont des options sans regret, qu'on ferait de toute manière, ou des options qui sont très flexibles, qui permettent dans le futur de prendre en compte le changement climatique. Je crois que Ilias aussi va pouvoir nous présenter des instruments et des pratiques assez inspirantes du FIDA. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues ici. Merci. Merci aux évaluateurs de Bastel pour ce travail de synthèse, ce travail de longue haleine, tant sur l'évaluation que sur le benchmark. Je me tourne donc effectivement vers Mathilde. Mathilde, tu diriges cette division climat et nature au sein de notre direction technique, la direction des solutions pour le développement durable. Après cet exposé et finalement les points d'amélioration qui ont été pointés, ce qui serait effectivement intéressant, c'est que tu nous livres quelques points de l'actualité et de la prise en compte par l'AFD de l'adaptation dans nos projets, et puis des leçons finalement qu'on peut tirer de cet exercice d'évaluation. Quelle perspective opérationnelle pour l'avenir pour l'AFD? Mathilde. Merci Jean-Claude. Alors, je vais essayer aussi de me livrer à un exercice en essayant de faire référence à un certain nombre des interventions et des messages qui ont déjà eu lieu. Et puis, je l'espère aussi d'un peu introduire les propos de Mégane. Pour commencer, je voudrais déjà remercier évidemment toute l'équipe, et en particulier Bastel, mais aussi l'équipe AFD qui a travaillé sur ce sujet. Alors, j'ai 2 messages clés. 1, on a beaucoup fait. Et 2, on a encore beaucoup à faire. Je pense que ces 2 messages clés apparaissent très fortement quand on écoute ces interventions. Sur le on a beaucoup fait. Je pense qu'il faut revenir, et puis si vous avez l'occasion de lire le rapport, vous le verrez aussi vraiment très bien. D'abord, cette évaluation, elle a été faite sur un historique vraiment long, ce qui nous permet d'instruire avec précision et profondeur nos pratiques, mais qui permet aussi de voir que, de fait, il y a une dizaine d'années, l'adaptation au changement climatique dans nos projets, c'était tout juste émergent finalement. Ça se voyait dans les volumes de plans d'affaires, et ça s'est aussi vu de fait dans le fait que au démarrage, ces sujets étaient presque pas intégrés dans les cadres logiques, en fait, dans les objectifs des dossiers. Donc, on est concrètement passé
presque zéro, en tout cas 500 millions d'euros d'investissement annuel en 2017, à plus de 2 milliards d'euros d'investissement de façon régulière depuis 3-4 ans. Donc, ce qui montre que ce sujet est devenu un cœur d'activité pour l'AFD. C'est 35% aujourd'hui de l'activité climat, des co-bénéfices climat de l'AFD sur cette thématique. On a aussi vu dans le temps une diversification des secteurs sur une activité qu'on avait au départ beaucoup identifiée sur les sujets eau, assainissement, qui est devenu plus mainstream à travers différents porteurs de projets sur les questions agricoles, sur les questions notamment aussi de développement urbain, et qui s'intègrent de plus en plus à l'ensemble des secteurs d'intervention sur système financier, les appuis budgétaires, etc. Ce qui est assez frappant déjà, c'est que dans la façon dont je suis en train de vous le présenter, vous entendez que clairement le prisme qui était le nôtre était la résilience dans les projets. Donc voilà, vous avez très bien évoqué la question de passer de la résilience dans les projets à la résilience par les projets. C'est évident qu'en partant de là où on était, c'est-à-dire d'une demande de nos partenaires sur des secteurs, sur des ODD, sur l'accès à des services essentiels, sur la protection de l'environnement, on est parti par des projets thématiques sectoriels dans lesquels on a cherché à améliorer et à voir comment on pouvait intégrer le sujet en matière d'adaptation. Tout ceci nous appelle à évidemment faire beaucoup mieux et plus. Donc ça, c'était pour le beaucoup a été fait, et donc la suite, c'est tout ce qui nous reste à faire. Je pense que on est appelé à continuer à progresser sur ces sujets. C'est un objectif clé du cadre international sur lequel tu me demandais de réagir aussi, Jean-Claude. Il y a dans les conventions sur le climat un enjeu très fort aujourd'hui autour de la thématique adaptation. Alexandre aussi l'a rappelé. Il y a même concrètement ce qui s'appelle un Glasgow Goal on Adaptation, c'est-à-dire le fait d'arriver à un meilleur équilibre de la finance entre finance atténuation et finance adaptation. Parmi nos pairs, avec nos 33%, on n'est pas si mal. Mais pour autant, on n'est pas tout à fait satisfait. On aimerait bien continuer à progresser sur ces sujets, mais à progresser parce qu'on est totalement conscient que l'adaptation au changement climatique, c'est une condition sine qua non du développement, c'est une condition fondamentale de la lutte contre la vulnérabilité, au sens résilience par les projets qui a été évoqué. Donc ça, c'est vraiment en fait notre prochaine étape. Comment remplir et comment réussir aussi ce sur quoi on nous attend, les pays du Sud et puis les autorités françaises, qui nous appellent à travailler beaucoup plus fortement sur ces sujets. Je rappellerai aussi que ce thème de la vulnérabilité était au cœur des moments très stratégiques qui se sont déroulés au premier semestre de l'année. Donc, le Conseil présidentiel au développement, le Comité interministériel au développement, CICID, et puis le sommet de juin international, celui-là, à moins franco-français, ont tous porté le sujet de la lutte contre la vulnérabilité au sens changement climatique, au cœur des échanges et du mandat renouvelé qui est confié à l'AFD. Donc nous, notre travail, il va s'articuler à travers une feuille de route climat et nature, qui sera une des feuilles de route d'opérationnalisation du plan d'orientation stratégique en cours de développement pour le groupe AFD, et dans lequel on va chercher à développer une feuille de route qui, en matière d'adaptation, cherchera donc, au-delà des volumes, à faire mieux en qualité. Alors, on a déjà un certain nombre de travaux qui ont démarré sur la question des risques. On a fait beaucoup, en fait, depuis les projets de 2018 sur l'augmentation de la mise en place de l'outil Climate Streaming, son opérationnalisation plus complète. On a encore des progrès, enfin, on peut encore améliorer l'outil et son utilisation. Il y a eu une autre évolution majeure, qui est la mise en place de la grille ADD,
qui n'existait pas à l'époque, enfin puisqu'elle a été mise en place à peu près en 2018, avec une grille résilience, dimension 5B pour le jargon interne AFD, dont un des critères d'analyse est bien l'adéquation, pour répondre du coup à un des points évoqués, l'adéquation aux politiques nationales en matière d'adaptation au changement climatique, CDN et puis plans nationaux d'adaptation. Donc en tout cas, les questionnements sont posés de façon plus explicite de cette façon-là. On a beaucoup de choses à faire encore sur le suivi des impacts. La question des indicateurs reste un travail qu'on a démarré, mais sur lequel il faut réussir à décliner et à avancer. Sur la question du ciblage des plus vulnérables, des populations, en fait. Et c'est, je pense, un des objets qui nous permettra de progresser le plus vite, d'améliorer vraiment notre capacité de ciblage des populations les plus vulnérables, parce qu'à ce moment-là, on sera en capacité de vraiment faire un design de projet qui permette la résilience par le projet, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises. Et puis un autre sujet avec l'amélioration de la qualité, c'est aussi passer d'une vision de simple co-bénéfice, c'est-à-dire on regarde au sein du projet la part du plan de financement qui a pour objet l'adaptation, à une recherche d'impact beaucoup plus transformationnelle. Et c'est aussi ces questions qui sont intégrées à travers une augmentation des ambitions, du dialogue de politique publique, etc. Voilà, on a évidemment des outils, vous avez parlé d'adaptation, je peux pas terminer mon propos sans l'évoquer. Je pense qu'on apprend aussi beaucoup de ces outils, comme adaptation, comme un certain nombre de projets du Fonds français pour l'environnement mondial aussi, qui sont nos poissons pilotes, et charge à nous maintenant, à travers la future feuille de route et surtout sa mise en œuvre, d'utiliser tous ces éléments d'apprentissage pour vraiment transformer les capacités d'intervention de l'AFD. Merci. Merci Mathilde pour cet éclairage d'actualité sur ce reste à faire, et qui illustre effectivement clairement que ce moment de retour sur le passé est utile pour améliorer nos actions. Je vais passer maintenant la parole à Ilias El-Baroudi du FIDA, qui est en ligne et qui va nous donner quelques éclairages sur ce que fait le FIDA pour prendre en compte ces enjeux d'adaptation, toujours dans ce registre du benchmark que l'on a livré autour de cette évaluation. Ilias, vous m'entendez ? Merci. Oui, je vous entends. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, comme cela a été évoqué, donc le FIDA fait partie de l'exercice de benchmark qui a été réalisé. Et je vais donc vous présenter brièvement l'approche du FIDA en ce qui concerne l'évaluation des risques climatiques et l'intégration de l'adaptation dans ces projets de point de vue opérationnel. Donc, au FIDA, l'analyse des risques climatiques est cadrée par ces procédures d'évaluation environnementale, sociale et climatique. Donc, ces procédures ont connu plusieurs révisions et mises à jour au fil des années. Et donc, c'est à partir de 2015 que l'analyse des risques climatiques est devenue systématique et obligatoire pour tous les projets FIDA. Et c'est au niveau de la version de 2021, qui est la dernière version, où une norme spécifique sur les changements climatiques a été introduite afin de guider le processus de gestion des risques climatiques et qui a comme objectif donc d'améliorer la résilience des projets et par les projets. Et c'est à travers cette norme-là qu'un outil détaillé de screening des risques climatiques a été développé. Donc, l'intégration des aspects liés au changement climatique au niveau du FIDA se fait tout au long du cycle de projet, donc à commencer par la stratégie du FIDA au niveau des pays où une étude de référence sociale, environnementale et climatique est réalisée et qui doit prendre en compte en fait les priorités des CDN en termes d'adaptation et d'atténuation à intégrer dans la stratégie du FIDA au niveau du pays. Cela est suivi par une analyse préliminaire des risques climatiques au niveau de la note conceptuelle des projets. C'est là où le screening de ces risques-là est fait et on donne une catégorie de risques pour chaque projet. Et donc, pendant la conception détaillée des projets, une évaluation plus détaillée des risques climatiques est réalisée, ce qui permet aussi d'identifier les mesures d'adaptation et ou d'atténuation nécessaires qui sont par la suite mises en œuvre et suivies et qui sont finalement évaluées durant la phase d'achèvement du projet.
Donc, comme j'ai dit, donc l'une des premières étapes, c'est le screening, donc ou le diagnostic des risques, diagnostic préliminaire des risques climatiques, qui est fondé, comme cela a été mentionné aussi auparavant, sur l'approche conceptuelle adoptée par le GIEC, selon laquelle donc l'impact lié au climat résulte de l'interaction entre différents paramètres qui sont les aléas climatiques, l'exposition à ces aléas, la sensibilité, ainsi que la capacité d'adaptation des populations. Donc, du coup, notre outil interne donc, de screening des risques climatiques est composé de 4 étapes, une pour chacune des composantes du risque climatique, avec une liste de questions qui nous permettent de donner un score à chaque étape et de calculer éventuellement le risque global pour un projet suivant donc, la formule que vous voyez. Donc, on considère que le risque climatique, c'est la somme donc, des aléas de l'exposition et de la sensibilité, moins donc, la capacité d'adaptation des populations dans les zones d'intervention du projet. Donc ici, vous pouvez voir une capture d'écran de notre outil de screening, où on peut voir la première étape qui est sur les aléas climatiques, ainsi que les 4 catégories de risques qui peuvent être attribuées à chaque projet, donc qui peut être faible, modéré, substantiel ou élevé. Et on a des études plus approfondies qui sont requises en fonction du coup du risque qui a été attribué, comme par exemple une évaluation de la vulnérabilité, de l'impact et de l'adaptation quand on a un risque climatique élevé, ou une évaluation de l'adaptation quand on a un risque climatique substantiel. Donc en plus, dans ces études-là, donc en plus de l'analyse approfondie des risques, ces études permettent aussi donc d'identifier les mesures d'adaptation adéquates à intégrer dans le projet, en favorisant donc les options d'adaptation dites sans regret, donc qui permettent entre autres d'éviter les risques de maladaptation dans le futur. Donc pour l'analyse des risques et les études détaillées, donc nous utilisons certains outils qui ont été développés par le FIDA et qui sont disponibles publiquement, comme l'outil CARD, qui permet d'évaluer l'impact des changements climatiques sur les rendements de certaines cultures. Nous avons également l'outil Adaptation Framework, donc c'est un cadre d'adaptation qui est un référentiel d'action d'adaptation spécifique pour l'agriculture à petite échelle, qui propose une approche pour identifier et intégrer les pratiques d'adaptation dans la conception du projet, ou encore l'outil ABC Map qui a été développé par la FAO et le FIDA et qui permet entre autres de comprendre et évaluer le changement climatique au fil du temps dans une zone donnée, donc en se focalisant donc dans les zones d'intervention de nos projets. Nous utilisons aussi donc d'autres outils disponibles publiquement comme Think Hazard pour identifier les aléas climatiques dans une zone donnée, ou aussi le portail des changements climatiques de la Banque mondiale qui propose diverses données climatiques qui sont très utiles aussi pour l'analyse des risques climatiques liés les risques climatiques donc dans les zones d'intervention de nos projets. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Ilias. Et enfin, Megan Kennedy-Schwan du réseau Evalnet de l'OCDE. Qu'apprend-on donc finalement de cette Climate Review qui a été réalisée dans le cadre du réseau sur les évaluations sur le climat et en particulier sur cette question de l'adaptation au changement climatique? D'accord, je tiens tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et de féliciter l'AFT pour ce projet, parce que je trouve qu'il est assez intéressant de point de vue d'évaluation, vu qu'il a pris une perspective de longue durée qui est très important. On voit trop souvent les évaluations qui regardent un projet peut-être 1 an ou juste à la fin de finalisation de projet. Donc, de voir cette perspective de longue durée est très intéressant. D'avoir traité un sujet qui est assez stratégique pour l'AFT aussi, c'est très important et qui a une certaine influence qu'on a déjà entendu évoquer par les autres collègues concernant le feuille de route de l'AFT. Donc, je pense que c'est un très bon exemple de type d'évaluation qui est significant et qui peut avoir une bonne influence. Donc, je vous félicite pour ce travail. Donc, je vais vous présenter très brièvement les résultats de notre revue d'évaluation qu'on a fait l'année dernière.
Je ne veux pas entrer en détail dans toutes les leçons. On va partager dans le chat donc, le lien pour le document. Vous pouvez lire en plus de détails les conclusions. Mais juste pour évoquer certains points en commun et quelques réflexions sur votre projet, et les points surtout en commun des leçons tirées des évaluations de financement de la lutte contre le changement climatique. Donc, nous avons vu 8 évaluations bilatérales. Donc, c'est une synthèse qui était concentrée sur le financement, donc pas uniquement sur les projets ou les programmes de changement climatique, mais surtout sur le financement. Donc, on était surpris tout d'abord qu'il y avait beaucoup en commun entre ces 8 évaluations, malgré le fait qu'ils étaient élaborés par des organisations très différentes, des pays très différents, et malgré le fait qu'il y a une certaine problématique concernant l'adaptation, notamment, notée pour le conceptuel, par exemple, qu'il a déjà évoqué Olivier. Donc, nos évaluations, en fait, de côté de bilatéraux, les bailleurs de fonds bilatéraux, on a aussi eu beaucoup en commun avec une synthèse d'évaluation qui a été faite par les EBRD, qui concerne les banques de financement multilatéraux, qui a aussi beaucoup en commun avec vos résultats. Donc, je trouve ça peut-être encourageant, peut-être déprimant, je ne sais pas trop, mais en tout cas, très intéressant de confirmer que les résultats sont plutôt communs entre ces évaluations distinctes. Donc, en passant à la prochaine diapositive. Donc, les 4 leçons que j'aimerais souligner aujourd'hui. Le premier, c'est sur l'alignement sur les besoins et les priorités des pays pour maximiser la pertinence de financement climatique. Nous avons vu dans les revues, surtout une revue qui était faite par DEVAL sur l'aide publique au développement allemand, qui a vu aujourd'hui, en fait, le niveau de financement pour l'adaptation ne va pas aux pays les plus vulnérables. Ce qui est plutôt surprenant, parce qu'on voit qu'il y a certaines définitions de risque et qu'on voit qu'en fait, l'APD ne correspond pas forcément au risque. Donc, ça, c'est une question qui est assez intéressante. Prochaine. Merci. On voit qu'il reste beaucoup de travail à faire et on voit la même conclusion dans votre rapport. Beaucoup de travail à faire à préciser la gestion des compromis potentiels. Et je pense que c'est surtout des compromis potentiels entre la réduction de la pauvreté, par exemple, et l'action climatique, qui sont des compromis peut-être imaginaires, mais qui sont quand même très, très répandus dans le discours de la coopération internationale pour le changement climatique. Donc, je pense qu'il nous semble qu'il faut avoir beaucoup plus de précision dans la conception des évaluations, mais aussi dans leur évaluation pour qu'on puisse avoir une base de données, une base de preuves évaluatives qui peuvent nous aider à combattre ces discours qui sont finalement peut-être pas tout à fait basés sur la réalité sur le terrain. Prochain. Donc, on voit il y a beaucoup d'accent, surtout dans les discours politiques, sur la quantité de financement et pas assez sur l'impact sur les communautés, sur les gens. Donc, on voit, et c'est assez difficile à dire, mais on voit qu'en fait, on doit mettre plus le point sur l'accent sur l'impact et sur la mesure d'impact pour qu'on puisse choisir le bon ressource ou le bon source de financement. Je pense que les collègues de l'équipe d'évaluation ont déjà abordé le sujet sur les différents choix de financement entre des prêts, des dons, etc. Donc, on voit, en fait, il y a beaucoup de demandes pour les mesures d'adaptation qui sont en augmentation extrêmement rapide. On voit une accélération cet été, une accélération de l'impact du changement climatique qui nous montre qu'on va avoir des défis structurels dans le financement d'adaptation qui sont assez importants. Prochain. On voit aussi, donc, en fait, un besoin d'avoir une certaine position de leader des organisations pour influer, qui peut avoir beaucoup d'influence sur l'intégration des questions climatiques dans les projets de APD. Je vais passer à la prochaine. Et finalement, une dernière question que je trouve assez difficile à aborder, mais c'est la question de la rapidité de l'action et les limites d'adaptation. Donc, en fait, on a vu dans les évaluations beaucoup de résultats plutôt positifs, mais des petits résultats au niveau des projets ou des communautés locaux. Mais quand on regarde ces résultats
aux longues échelles ou plus loin, quand on regarde finalement les changements climatiques d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on voit qu'en fait, ces résultats ne sont pas si positifs que ça et qu'ils ne sont pas suffisants vu les changements qui sont en train de se dérouler ou qui vont venir dans le futur proche. Donc, je pense que c'était un sujet très difficile pour les évaluateurs. Comment on peut juger finalement un projet qui a eu des bons résultats, qui a réussi ses objectifs, mais qui finalement reste insuffisant face aux défis que nous avons aujourd'hui. Donc, en parlant de ce dernier point, je vous invite à télécharger donc, le résumé de cette synthèse. Et j'encourage aussi l'AFD de partager ce travail et de continuer à le partager avec vos partenaires, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre ensemble, autant qu'évaluateurs, et finalement, vous avez beaucoup en commun avec les autres membres de CAD, de l'OCDE. Donc, je vous invite à continuer à travailler et nous sommes prêts à travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces présentations et ces prises de parole. Il nous reste une petite trentaine de minutes pour passer à un échange et tenter de répondre aux questions qui se sont exprimées sur le fil ad hoc. Donc, je vais appeler à nous rejoindre Claire Kogolwen, qui est chargée d'évaluation et qui a, au sein du département d'évaluation, a suivi ce travail, et Catherine Simonet, également de l'équipe de Mathilde, donc chargée de mission climat et nature. Claire, je crois que tu nous as concocté une petite synthèse des questions qui sont exprimées. Nous sommes à ton écoute. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour l'ensemble des questions posées sur le chat. Donc, on va tâcher de faire remonter les principales questions. Alors, on va peut-être commencer par une question assez générale, mais qui peut poser un peu le décor, qui porte sur finalement les spécificités de l'approche adaptation de l'AFD par rapport aux autres bailleurs. Est-ce que Bassel peut-être veut prendre la parole sur ce sujet? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans le cadre du benchmark les principaux... Marie-Karine, peut-être tu as quelques éléments. C'est vrai qu'il y a des approches qui se rejoignent, il y a pas mal. Vas-y, je te laisse. En fait, oui, c'est difficile d'identifier des choses qui distinguent vraiment l'AFD. En fait, je pense que c'est peut-être au niveau des outils. Chaque organisation a des outils un peu différents. Il y a des organisations qui sont plus avancées en termes de développement d'outils, mais on note que les objectifs sont similaires. Donc, c'est pas une question si évidente. Et de plus en plus, on peut dire qu'après 2015 aussi, les approches se ressemblent définitivement de plus en plus. Donc, dans les dernières années et dans les 2 dernières années, maintenant que l'AFD a mis quand même un certain effort sur ces questions-là, l'approche est de plus en plus similaire entre les différents bailleurs. Moi, c'est ma perspective. Après, peut-être ajouter que ça concerne les bailleurs qu'on a étudiés, mais si on regarde des financeurs comme le Fonds pour l'environnement mondial ou le Fonds vert pour le climat, eux ont une approche quand même assez différente parce que eux, ils ne parlent pas de co-bénéfice adaptation, mais ils ont des projets adaptation. L'adaptation, c'est le centre des projets et les projets sont complètement définis autour de cette notion-là. Donc évidemment, ils ont eu une approche qui intègre beaucoup plus les différents enjeux de vulnérabilité, d'aléas, les différentes composantes de l'adaptation. Et du coup, voilà, leur approche est quand même assez différente et peut être assez inspirante, mais tout en restant sur dans l'idée que l'AFD est une agence de développement, elle ne fait pas que l'adaptation. Mais il y a des choses de ces financeurs-là, des projets, des approches qui peuvent quand même être intéressantes à adopter ou en tout cas à étudier. Cette question-là, oui, peut-être. Oui, peut-être pour compléter aussi sur l'historique. C'est vrai qu'on a fait un benchmark à la suite de notre évaluation, donc on a cherché des bonnes pratiques chez nos pairs. Donc on n'a pas vraiment cherché à se comparer, on a été chercher des pairs qui avaient des bonnes pratiques inspirantes, là où nous on trouvait qu'on pouvait progresser. Donc c'est pas, on peut pas vraiment se comparer totalement, mais on a plutôt été chercher à se développer dans la direction, voilà, un certain alignement avec ce que faisaient aussi les partenaires sur lesquels on trouvait qu'il y avait des bonnes pratiques. Merci. Alors, on a une deuxième série de questions sur les indicateurs, qui reste un grand sujet quand on parle d'adaptation.
avec une question qui porte spécifiquement sur les indicateurs agrégeables. Quels sont-ils? Quels indicateurs sont utilisés dans les différentes organisations qu'on a pu regarder dans le cadre du benchmark? Sur quel secteur portent-ils? Et plus généralement, quels indicateurs de suivi de l'adaptation sont utilisés, cette fois plus à l'échelle projet? Alors, peut-être qu'on peut commencer par Bastel, eu égard aux résultats du benchmark, et peut-être qu'on demandera au FIDA de compléter sur ces aspects d'indicateurs pour suivre l'adaptation. Oui, les indicateurs, c'est toujours la grande question, hein, et ça faisait partie aussi de notre exercice, identifier des indicateurs que l'AFD pourrait utiliser. Je pense qu'il y a, avant même de parler d'indicateurs, il y a quand même la grande question des résultats d'adaptation qu'on veut atteindre. Et les indicateurs, ils sont censés mesurer ces résultats-là. Et du coup, il n'y a pas forcément des indicateurs d'adaptation, enfin, étiquetés comme étant adaptation en tant que telle. Un résultat de développement qui est de dire il y a 1500 personnes qui ont un assainissement, qui maintenant, par exemple, ne sont plus sujets aux inondations, c'est un résultat de développement, mais c'est également un résultat d'adaptation. Donc, en fait, si les résultats d'adaptation sont bien identifiés au départ dans le cadre de logique du projet, ils peuvent tout à fait être les mêmes que des résultats de développement et avoir les mêmes indicateurs. Ça rajoute pas forcément des choses. Et selon les secteurs dans lesquels on traite, c'est pas forcément des indicateurs spécifiques. Après, il y en a aussi qui peuvent être spécifiques par rapport à la vulnérabilité, par exemple. On peut regarder l'évolution de la vulnérabilité de population ou d'écosystèmes par rapport au projet. Mais voilà, il y a un peu ces deux aspects-là. C'est que le résultat d'adaptation étant intimement lié à un résultat de développement, bien souvent, eh bien, c'est pas des indicateurs qui sont similaires. Et par rapport à des indicateurs agrégeables, moi, j'invite les personnes qui se posent des questions à se référer un petit peu à ce qui se fait, encore une fois, au niveau du GEF ou du Fonds vert climat, où eux ont défini un certain nombre d'indicateurs agrégeables qui doivent être déclinés dans tous les projets. Alors, c'est le nombre de bénéficiaires, c'est sur la vulnérabilité, c'est sur des hectares de forêts préservées ou reconstituées, etc. Donc, il y a des exemples comme ça. Et là, c'est plus spécifique parce qu'on est sur des projets purement adaptation, justement. Je ne sais pas, Myriam, si tu veux compléter par rapport au benchmark. Oui, j'irais dans le même sens. Il y a aussi le FIDA là, qui a défini certains indicateurs agrégeables au niveau de l'organisation. Je ne sais pas si Ilias veut en mentionner, mais c'est des choses qu'on avait relevées dans le benchmark. Sinon, il y a des indicateurs agrégeables qui sont vraiment selon les secteurs d'intervention, donc très spécifiques aux différents secteurs d'intervention. Donc, il s'agit d'aller un peu creuser et de voir quel secteur d'intervention nous intéresse et aller voir dans la documentation. Oui, donc au niveau du FIDA, donc nous avons effectivement donc, des indicateurs qui sont plutôt spécifiques au secteur agricole, comme par exemple donc les terres exploitées selon des pratiques favorisant la résilience face aux aléas climatiques, ou alors les groupes bénéficiaires bénéficiant d'un appui pour gérer de manière durable les ressources naturelles et les risques climatiques. Nous avons d'autres exemples aussi, mais c'est spécifique donc du coup au secteur agricole. Ouais. Un commentaire, je suis sûre que Catherine me complétera. Enfin, il faut rappeler, ça paraît sans doute évidemment évident à tous ceux qui sont panélistes, mais il y a une spécificité, il y a une difficulté particulière sur ces indicateurs sur le sujet adaptation par rapport au sujet notamment atténuation, évidemment, qui est, et ça transparaît très fortement dans ce que répondent les trois intervenants, ce qui est qu'en fait, c'est les indicateurs qui nous permettent de suivre les impacts sont des indicateurs sectoriels. Donc, l'agrégation, la vision au niveau global, portefeuille de nos impacts d'adaptation est en fait assez difficile à faire, à commencer par les questions d'analyse des bénéficiaires. On sait rapporter les bénéficiaires de nos projets, mais pas forcément ceux qui sont bénéficiaires de notre effort en termes d'adaptation ou de résilience face au changement climatique. Ça, c'est vraiment un vrai sujet, c'est une vraie difficulté à laquelle on est confronté pour pouvoir mieux communiquer et mieux comptabiliser en fait, nos impacts. Catherine, mais tout à fait, et c'est quelque chose que l'on veut largement améliorer.
et sur lequel je pense qu'il y a des marges de progrès, mais sur lequel aussi on fait face à des difficultés qui sont des difficultés mondiales, hein, puisque le Global Goal on Adaptation, il a du mal aussi à s'arrêter sur une liste d'indicateurs qui soit agrégeable au niveau mondial pour évaluer nos programmes en matière d'adaptation. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, je pense qu'on peut trouver, et puis la FIDA est assez inspirante sur le sujet en matière d'indicateurs agrégeables qui nous correspondraient aussi et sur lesquels on pourrait déployer plus systématiquement ce genre d'indicateurs. Mais voilà, Alexandre connaît très très bien le sujet. Je pense qu'en matière de suivi à un niveau mondial de nos progrès d'adaptation, on a besoin d'être innovant et de déployer des nouvelles méthodologies, des indicateurs, mais pas que. Très bien, merci. Ensuite, on a eu différentes questions. Alors, je sais que Mathilde, tu as déjà commencé à aborder le sujet. Donc, des questions qui portent sur le lien entre les financements de l'AFD, donc les projets financés par l'AFD, et les contributions déterminées au niveau national, donc les CDN. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'alignement qui est recherché avec ces CDN, donc à l'AFD, mais également chez les autres bailleurs? Je pense que Mégane, dans le cadre de la climate review que vous avez réalisé, il y a aussi des éléments qui portent sur ce point particulier. Peut-être que je te laisse commencer, Mathilde ou Catherine. Alors, peut-être sur l'alignement avec les politiques climat des pays, et en particulier les CDN, et puis en ce qui nous concerne aussi les plans nationaux d'adaptation, hein, c'est quelque chose qu'on a amélioré depuis, je crois, l'évaluation, puisque la grille développement durable, qui est un peu notre grille de référence en matière d'alignement ODD, qui est disponible en ligne, évalue donc dans la catégorie résilience notre alignement avec les politiques publiques, et en particulier les CDN et les plans nationaux d'adaptation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas notre point d'entrée systématique, même si on améliore de plus en plus notre dialogue de politique publique en direction des ministères de l'environnement et en direction de nos ministères avec un angle adaptation, mais c'est quelque chose que l'on va regarder quand même systématiquement sur les projets pour savoir si on est aligné avec ces documents de politique publique. Il me semble que l'on peut faire mieux encore sur notre dialogue de politique publique, mais on s'est largement amélioré et on va dans cette direction déjà depuis l'évaluation. Et puis, il y avait un petit point dans le chat, un petit débat sur le fait qu'il faut aussi garder un œil critique sur ces CDN, sur l'orientation politique qu'elle est donnée, etc. Et c'est vraiment aussi l'objectif de cette grille d'analyse de développement durable que d'utiliser ces documents comme un dialogue avec nos partenaires pour améliorer nos projets et pour aller dans le sens des projets afin de nourrir au mieux la trajectoire de s'intégrer dans la trajectoire de ces pays. Mégane, tu souhaites compléter? Oui, peut-être de rajouter, je pense, j'avais une petite réflexion sur cette question en fait, l'adaptation n'est pas l'adaptation de AFD. Et je pense qu'on a tendance un peu trop à regarder notre propre ventre, comme on dit en anglais, de penser trop aux résultats AFD, alors que ce sont finalement les résultats des communautés et des pays. Donc, je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer pour la APD pour améliorer les CDN et améliorer leur évaluabilité pour les pays eux-mêmes, pour voir quels sont les projets, les politiques nationaux qui ont un impact sur leurs objectifs. Et aussi de faire un lien, d'améliorer les liens entre la gouvernance des ODD et la gouvernance des CDN, parce que les deux sont en fait en ce moment complètement séparés dans les systèmes nationaux et dans l'appui international qu'ils reçoivent les pays. Donc, je pense qu'il y a un lien aussi avec l'autre question concernant les indicateurs. Pour moi, les indicateurs sont un peu un sirène qui nous appelle, mais qui ont risque à nous faire perdre beaucoup de temps sur des choses qui sont finalement pas très intéressantes. Parce que d'avoir une agrégation d'impact, adaptation pour la AFD, quelle décision il va influencer en fait? À quoi ça sert d'avoir cette agrégation finalement? Peut-être d'avoir une agrégation au niveau d'un pays, de pouvoir comparer certains secteurs, peut-être c'est intéressant, mais je pense que la plupart des indicateurs qui sont le plus intéressants pour améliorer l'impact s'agit au niveau de secteur, de choisir quels sont des projets efficaces dans le secteur agriculture ou de haut assaisonnement
Donc, il ne faut pas trop aller dans ce sens, comme vous avez dit. En fait, même au niveau des ODD, on a des problèmes avec des indicateurs. Donc, on ne va jamais arriver à avoir une bonne mesure agréée. Peut-être il ne faut pas trop chercher. Peut-être deux points compléments. D'abord, je suis d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé d'ailleurs le terme communication. Une fois qu'on agrège, c'est un outil de communication plus que de qui reste important. Communiquer, c'est important, mais ça n'est pas évidemment l'objet premier de notre travail. Je voudrais juste compléter sur la question des NDC et rebondir sur ce que Mégane vient juste de dire. Et puis la part de notre travail d'influence politique publique, etc. Donc c'est évidemment un sujet sur lequel on a travaillé. On y travaille avec les outils qu'on a à notre disposition. Et donc évidemment, ce sont des objets sur lesquels on va devoir mobiliser beaucoup de subventions. On a un programme qui s'appelle Adaptation, qu'on a déjà cité à plusieurs reprises, qui nous permet quand même d'avoir une approche très forte sur le sujet, j'allais dire volontariste, sauf que c'est pas notre volonté, c'est celle des États qu'on essaye de soutenir. Donc c'est bien d'être en accompagnement très fort des acteurs qui sont clés dans la gouvernance du climat au plan national, de travailler sur les NDC, de travailler sur les outils de rapportage de cette NDC, de mesures Result Verification. MRV, c'est quoi le terme? MRV, ouais. Lui, vous savez tous ça avec l'évaluation. Donc ça, c'est un enjeu clé. C'est quelque chose sur lequel il faut que la communauté des partenaires au développement des différents pays continue à soutenir les différents États, parce que pour le coup, un apprentissage très fort d'adaptation, c'est qu'il y a énormément de travail à fournir sur ça, une très forte demande des partenaires du Sud pour travailler ensemble sur ces sujets. Et donc, par exemple, le cadre de MRV de la NDC, du Sénégal est partagé avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne, fait l'objet d'échanges qu'Adaptation contribue d'ailleurs à financer pour permettre à ces différents acteurs de s'en parler. Et c'est fondamental, c'est effectivement primordial pour s'assurer que ce qu'on finance rentre bien dans ce cadre-là national. Merci. Est-ce que, Alexandre, tu souhaitais peut-être compléter sur ces approches? Non. Donc, on va passer à l'autre, je pense, dernière question avant de conclure la session, qui est un peu une question d'ouverture adressée vous, c'est Hélène, et peut-être on fera la transition avec la conclusion d'Alexandre. Une question qui porte sur les messages clés que l'AFD souhaite faire passer durant la prochaine COP qui approche. Voilà, quels sont les enjeux clés, alors, c'est les messages. Catherine m'avait mis qu'attendre sur l'adaptation à la COP, ce qui est une autre question. Là-dessus, je pense que la réponse peut être plus collective parce que on a tous évidemment beaucoup d'espoir et en même temps, on a tous extrêmement conscience des difficultés dans lesquelles on aborde cette COP. Les messages clés de l'AFD à l'adaptation à la COP, déjà, c'est pas que sur l'adaptation, c'est-à-dire notre premier message, c'est qu'on travaille sur l'adaptation, la réduction des risques de catastrophe et les pertes et préjudices. Et on a un enjeu vraiment important de savoir expliquer qu'il y a un continuum d'action, à un moment où il y a trop souvent dans les échanges une séparation des sujets, et nous, en tant que praticiens, 1 euro peut tout à fait contribuer aux 3 parties de l'agenda. Donc, on a des choses à montrer, on a un portefeuille de projets en cours, on a un dialogue de politique publique qui fait qu'on travaille sur cette question, adaptation au changement climatique, de catastrophe et pertes et préjudices, en essayant de faire se concilier les cadres de réflexion conceptuels qui sont en fait assez différents entre ces différents sujets, mais
qui concrètement sur le terrain vont se rassembler dans des opérations tout à fait ouvertes. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est évidemment, on est quand même fiers de ce qu'on a fait. On a voulu, cette évaluation export est parfois dure, mais c'est des messages forts, mais il y a une grande fierté sur les réalisations de l'AFD sur cette historique-là, sur l'importance de la finance adaptation dans nos projets. Et donc, on y porte des exemples de projets et d'innovation jusqu'à, par exemple, aller travailler sur la protection sociale adaptative, qui sont des sujets, on essaye de montrer à quel point le sujet social est aussi important dans les questions d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc après, comment on va contribuer au Glasgow Adaptation, comment tout ça va s'intégrer dans le cadre des négociations, comment ça va s'intégrer dans le cadre des négociations extrêmement tendues. Vous avez tous vu des articles hier sur les pertes et préjudices. Ça va être à l'équipe France, à l'équipe des négociateurs de voir aussi comment utiliser ça. En tout cas, nous, on est vraiment autour du fait qu'on participe de cet effort global sur ces objets-là. J'ajouterai un dernier point. L'AFD ne va jamais seule à la COP. On y va en tant que membre de coalitions diverses. La coalition de l'International Development Finance Club, donc le club de 26 banques publiques au développement qui vient juste de changer de présidence, mais sous présidence de Bancondex et BOAD, dans lequel on anime le groupe de travail climat. Donc on y va avec ces banques-là qui ont aussi très fortement progressé en matière de finance adaptation. Et là, le chiffre IDFC adaptation, je ne l'ai plus en tête, on vous le donnera. Mais en tout cas, il est vraiment en très forte augmentation. C'est un record par rapport à toutes les années précédentes et qui montre à quel point c'est important de travailler, d'avoir un effet de levier et de transformation sur ce système financier, sur ces banques-là qui vont jouer un rôle absolument fondamental. C'est elles qui financent les collectivités locales en monnaie locale, ce qui est important, collectivités locales qui sont au premier rang de l'adaptation au changement climatique. C'est et en dialogue aussi avec les banques de la planète. J'ai oublié un message. Non, je pense que notre effet d'entraînement sur les banques de développement, y compris dans le partage des outils dont on a parlé et dont on s'est doté grâce à l'évaluation sur la façon dont on fait le streaming, etc., ça fait partie des enjeux et des voies par lesquelles on pense soutenir au mieux la prise en compte de l'adaptation, y compris auprès de nos partenaires. Très bien. Claire, est-ce que tu estimes qu'on a à peu près épuisé les grandes thématiques des questions? Oui, je pense qu'on a traité les principaux sujets. De toute façon, nous arrivons au terme effectivement du temps qui était imparti pour cette séance. J'aurais souhaité peut-être, Alexandre, vous redonner le micro pour que vous puissiez clôturer un peu ces débats et voir comment, à la fin de cet exercice et dans votre rôle qui a été président du groupe de référence, vous évaluez vous-même cet exercice et puis les perspectives que ça a pu ouvrir tant en interne au sein de l'AFD, mais aussi le réseautage auprès des autres partenaires techniques et financiers. Je vous laisse la parole. Oui, mais merci Jean-Paul. Évaluer les effets de l'évaluation, je pense que c'est les discussions autour des questions posées répondent d'elles-mêmes à la question. Je pense que ça a été évidemment très très bénéfique. Il faut que je réfléchisse, que j'organise ma pensée. Je commencerai par dire quand même que Mathilde a raison de dire que tout ça, prenons un peu de recul, ça s'est passé en une dizaine d'années.
Donc quand même, en une dizaine d'années, la montée en puissance de cette thématique et la maturité des questions qu'on se pose aujourd'hui, que tout le monde se pose certes, mais enfin, il y en a beaucoup qui les éludent aussi, ces questions-là. Je pense que c'est un signe quand même que la mayonnaise a pris, et en tout cas qu'il y a des choses qui sont en route et qui sont engagées. Je note aussi de cette évaluation quand même une des conclusions qui dit que les instruments de l'AFD sont pertinents. C'est bon signe. Je veux dire, on aurait pu se rendre compte que la moitié d'entre eux sont pas du tout pertinents par rapport à ce sujet assez nouveau finalement de l'adaptation. Donc c'est plutôt engageant. Ça veut dire que les outils sont là, les armes sont là, et on commence à gagner en maturité. Et on gagne en maturité assez rapidement. Donc ça, c'est quand même. Je ne cherche pas du tout à flatter l'AFD. Moi, je suis indépendant dans ma réflexion, mais quand même, c'est pour une grosse machine comme ça, qui peut paraître lourde parfois, finalement, on voit que le processus d'apprentissage est assez intéressant. Je me demandais dans quelle mesure, effectivement, à un moment donné, il faudrait arriver peut-être à mettre en commun les outils de la FIDA, de la Banque mondiale, etc. On voit que dans les discussions aussi, mais on voit bien dans la présentation du benchmark, qu'il y a tellement de croisements possibles. D'un regard purement extérieur, on a toujours l'impression qu'on fait tous un petit peu la même chose. On dit qu'on le fait différemment, mais en fait, on le fait un petit peu de la même manière. Il y a certainement là une marge de progrès à réaliser qui permettrait finalement d'accélérer encore davantage le processus d'apprentissage et de l'AFD et des autres, parce que l'AFD a des choses à apporter aussi aux autres, évidemment. Je note aussi cette question de l'intention en matière d'adaptation, que ça apparaisse de manière plus explicite dans le design des projets et au long de la mise en œuvre des projets. Ça me paraît extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'on passe d'une réflexion sur quels sont les co-bénéfices adaptation des projets mis en place, en l'occurrence là par l'AFD, à peut-être plus tard une question qui serait quels sont les co-bénéfices développement de projets spécifiquement adaptation. Et il y a une connexion à faire, elle est peut-être rhétorique, me direz-vous, mais pas tant que ça dans la définition des choses plus précisément, notamment quand on va en venir à des questions d'indicateurs, etc. Un indicateur de développement, il peut quand même plus ou moins refléter des effets d'adaptation, mais pas forcément non plus, et faudrait pas se méprendre sur ce qu'on cherche à faire. Et dans cette dynamique-là, je trouve qu'il y a quand même moi je ressens dans le partenariat avec l'AFD, mais ailleurs, un effet dynamisant quand même de la facilité adaptation. Et deux derniers points, cette question qui est revenue de temps à autre, mais de manière explicite, ce qui n'est pas toujours le cas, donc là encore, c'est très bien, c'est cette question de la prise en compte du très long terme, dépasser finalement l'échelle projet pour aller un peu plus loin, et peut-être qu'une approche serait de passer d'une approche par projet à une approche plutôt par trajectoire d'adaptation. En tout cas, c'est comme ça que réfléchit la science, en disant finalement, il est possible, si on fait une carte de métro de ce que serait le projet d'adaptation ou l'ambition d'adaptation dans un contexte donné, un secteur, un pays, etc. Finalement, il est possible de lier les actions de court terme à faire et qui sont urgentes à des ambitions de plus long terme. Et ce, malgré le problème des incertitudes climatiques qui seront, je vous le garantis, finalement jamais réglées. Donc, autant faire avec au lieu d'attendre qu'elles se règlent. Donc ça renvoie à des questions que traite la facilité, notamment, adaptation, des questions de renforcement des capacités, comment on fait pour penser plus long terme, comment on fait pour que les financements eux-mêmes aient une dimension un peu de plus longue haleine, etc., etc. J'avais noté plein de choses, mais j'ai pas le temps parce que le temps passe. Et je voudrais juste terminer en disant qu'effectivement, ce contexte international, celui de l'objectif mondial d'adaptation, qui pose plus que jamais, mais il a toujours été là, cette question du financement de l'adaptation, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'effectivement, Mathilde l'a mentionné, il y a le paysage du financement de l'adaptation, c'est un peu élargi au fil des dernières années, et je pense qu'il est extrêmement important de montrer en quoi les efforts de financement de l'adaptation peuvent aider, soutenir, réduire, j'en sais rien, en tout cas être des bons copains
des efforts de financement en matière de pertes et préjudices. Il y a une tension entre ces deux dimensions. OK, chaque euro ou chaque dollar investi peut servir à tout, mais dans le cœur des négociations, c'est pas comme ça que c'est entendu, ou en tout cas pas par tout le monde. Donc il y a vraiment un intérêt extrêmement fort à bien caractériser ce à quoi sert l'argent qu'on met sur la table à l'échelle de l'AFD ou ailleurs. Et ce qui renvoie à deux objectifs assez pressants et qui ont été évidemment mentionnés au cours de la discussion. D'abord, cette question de la définition d'objectifs concrets d'adaptation. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Ça peut se faire. Et encore une fois, le processus d'adaptation étant un processus d'ajustement, on peut commencer par avoir des objectifs et les raffiner au fil du temps en fonction de ce qu'on apprend et des leçons du terrain. Donc, cette question d'aider à faire en sorte qu'il y ait des objectifs un peu plus clairs, c'est vrai à toutes les échelles. Et évidemment, la question de comment on mesure les progrès faits en matière d'adaptation et l'impact, évidemment, c'est une question qui se pose à l'échelle des pays, à l'échelle des bailleurs de fonds. Les scientifiques ont aussi leur petit rôle à jouer là-dedans. En tout cas, je finirai juste en insistant sur ce que disait Mégane. C'est que cette question des indicateurs, de la mesure, elle est importante, mais l'aspect technique de la chose doit rester un aspect technique. L'important, c'est de savoir ce qu'on veut faire des possibles résultats de ces évaluations. Voilà, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, c'est l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre. Écoutez, il me reste à remercier les participants qui, je pense, étaient nombreux pour cette séance. Remercier évidemment les évaluateurs, l'équipe d'évaluation et l'ensemble des intervenants qui participaient à l'animation de l'événement. Et je vous renvoie donc à l'enregistrement qui vous sera envoyé très prochainement. Et je profite également pour remercier Magali, Delphine et Sylvie qui sont en backstage, qui nous ont aidés à ce que, au niveau logistique, tout se passe correctement. Et tenez-vous informés des prochaines éditions d'enquête d'évaluation sur le site de l'AFD.fr. Merci de votre attention et à une prochaine fois. Eh bien, 16h30.